Tanguy et la Verdure sont deux personnages de bande dessinée créés par Jean-Michel Charlier, scénariste, et Albert Uderzo, dessinateur, qui traitent des aventures des deux pilotes de l'armée de l'air française. Ils voient le jour le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l'hebdomadaire Pilote. Jean-Michel Charlier est un scénariste à l'imagination inépuisable. Nous lui devons de nombreuses séries classiques, de Barbe Rouge à Blueberry et des belles histoires de l'oncle Paul à la patrouille des castors. Albert Uderzo, quant à lui, est passé à la postérité en tant que créateur d'Astérix avec René Goscinny. Depuis 1961, 30 albums ont vu le jour. Tanguy et la Verdure sont deux amis inséparables avec des personnalités totalement opposées. Tanguy est sérieux, honnête et dévoué. La Verdure est quant à lui excentrique, gaffeur et maladroit, même si ces dernières années il a mûri. Toutefois, la Verdure s'avère être un coéquipier hors pair dans les situations difficiles. L'aventure, l'espionnage, constituent le lot quotidien des deux héros qui, sur Terre comme au commands de leur avion, font preuve d'un patriotisme sans défaut. Tanguy et la Verdure défendent les couleurs de l'armée française. Ils volent à bord d'appareils aux couleurs tricolores, comme le Fouga Magister et surtout le Mirage 3, dont la silhouette est indissociable de la série. Au fil de leur aventure, Michel et Ernest ont piloté une trentaine de modèles d'aéronefs. Cette bande dessinée est un véritable festival aérien. Son souci du détail, son sens du mouvement sont époustouflants, un mélange de fiction et de réel. Le succès de Tanguy et la Verdure donne naissance à une adaptation télévisée intitulée Les Chevaliers du Ciel, qui est diffusée à partir de 1967 avec Jacques Santi et Christian Marin dans les rôles principaux. Découvrons maintenant qui se cache derrière ces planches. Et voilà, donc maintenant vous connaissez tous Tanguy et la Verdure. Je vous propose de découvrir l'équipe qui est derrière Tanguy et la Verdure depuis maintenant plus de 5 ans. Donc dans l'ordre, de haut à gauche, et forcément en tant qu'ancien marin, même si Tanguy et la Verdure c'est l'armée de l'air, je vais vous présenter en premier Frédéric Zumbiel. Je prononce bien ou pas, Fred? Zumbiel, Bill comme Buffalo Bill. En fait, je suis rentré en 1985 dans l'aéronaval. J'en suis sorti en 94, carrière courte parce que je n'avais pas trop l'esprit militaire. Entre-temps, j'ai fait du crusader, voilà. Et puis, après ça, j'ai fait de la pub aérienne pendant quelques années. Parce que je me sentais pas de faire pilote de ligne. Et surtout, je commençais à vouloir écrire. Comme j'étais un grand fan de Buck Danny depuis toujours, depuis tout gamin, j'ai écrit un premier scénario, j'ai envoyé ça chez Dupuis. On m'a dit ouais, c'est pas mal, bon pour l'instant c'est Francis Bergès qui fait le scénario et le dessin, donc on verra plus tard. Et quand Francis a pris sa retraite, je l'avais rencontré sur un salon BD d'ailleurs, il m'a dit bonne nouvelle pour toi, écoute, contacte Philippe Charlier de ma part. D'ailleurs j'ai été aidé par Jean-Claude Dédin qui était scénariste de Tanguy et la Verdure que j'avais rencontré sur ce festival. Donc on a bien discuté, puis j'ai eu le job en fait assez facilement, puisque effectivement un mec qui écrit et puis qui est un ancien pilote de chasse, en plus de l'aéronaval, ça peut aider. Voilà, notamment pour les combats aériens. Voilà. Et auparavant, j'avais rencontré Alexandre Paringo, que tu vas connaître aussi, hein, qui fait des bouquins sur l'armée, c'est un photographe. Et on avait déjà lancé notre première série, Team Rafale, voilà, sur le Rafale avec Eric Lout. Après, on a eu Mathieu Durand, enfin, on a eu pas mal de dessinateurs. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai commencé la bande dessinée comme ça. Ouais. Fightson. Et du coup, pour la petite histoire, t'es à Palavas-les-Flots et t'es sur ton bateau. Donc Tanguy et la Verdure, c'est co-scénarisé sur un bateau. Ouais, j'habite sur un bateau. Je suis toujours l'esprit un peu marin. J'ai mon petit avion à l'aérodrome de Candiaille à côté. Je suis toujours entre les deux, tu sais, entre l'eau et l'air. Voilà, ça n'a pas changé. Et donc on a Patrice avec une belle déco en fond. Donc dis-nous tout, Patrice. Alors, moi, mon parcours est beaucoup moins impressionnant que celui de Fred. Je suis tout bêtement scénariste de bande dessinée. Moi, je trouve ça impressionnant. Je passe ça marche auprès des jeunes filles, mais moi, je suis fan de BD, ça me plaît. Je ne t'en plains pas, écoute. J'ai commencé par la BD
entre guillemets grand public, pas aéro. Et puis j'ai été contacté à un moment par Alex qui cherchait de nouveaux projets, Alex Paringo. On a commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Les Enragés du Normandie-Niemen. On s'est tellement bien entendu qu'on a commencé à travailler sur d'autres séries. Et puis il m'a d'abord proposé le Tanguy et la Verdure classique. Alors j'étais aux anges parce que pour le coup j'étais vraiment un gros fan. J'avais le disque du générique, tu sais, de Johnny et tout. Donc quand il m'a proposé de travailler sur cette époque-là, j'étais comme un dingue. Et puis après, j'ai eu l'occasion de travailler sur la série moderne. Et là, en plus, le fait, c'est vrai qu'on s'était bien entendu avec Fred sur le Bug Danny au Oiseau Noir. Donc le fait de travailler avec lui, donc je savais en plus qu'il pourrait assurer complètement la partie aéro, ça a été évidemment un oui d'office. Seb après est arrivé dessus, donc toutes les planètes se sont alignées et au final voilà, c'est une série sur laquelle on prend beaucoup de plaisir. Et dans ton parcours, Sébastien, du coup, comment t'es arrivé toi tu dessines, à dessiner Tanguy et la Verdure? Alors moi, on va faire super court. En fait, moi, j'ai toujours dessiné depuis tout gosse. En fait, j'ai toujours lu beaucoup de BD. Je lisais Bug Danny, Tanguy et la Verdure, Michel Vaillant. Enfin, je lisais beaucoup de BD, mais du réaliste. Et j'ai toujours beaucoup dessiné. J'ai pas mal fait de comics aussi dans les années 95, 2000. Et en fait, je mixais un petit peu ce que j'apprenais sur les différentes façons de dessiner, que ça soit en franco-belge ou en comics américain. Un petit peu de manga aussi, mais c'était un peu timide à l'époque, c'était moins diffusé qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait une école, au lycée, je suis parti en option art plastique, mais j'ai un prof d'art qui m'a dit que j'arriverais jamais à rien avec mes dessins, parce que les films d'heroic fantasy, de machin et tout, ça marchait pas. Donc du coup, j'ai pas fait de dessin. On a tous eu des profs super pédagogues et super sympas comme ça. J'ai pas fait de dessin, j'ai fait autre chose. J'ai fait cariste, après j'ai commencé à faire des cuisines aménagées. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup le dessin technique. Je me voyais bien dessiner des caisses quand j'étais gosse. Imaginer les voitures de demain. Et pendant presque 15 ans, j'ai fait ça, j'ai fait autre chose. Et un jour, je me suis dit, mais merde, je voudrais bien raconter des histoires quand même. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais gosse d'avoir des héros, qui étaient droits dans leurs bottes, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui avaient le droit de se tromper, mais qui aussi se rattrapaient derrière. Et ça m'a un peu guidé pour savoir ce que c'était d'être un adulte. Et je me suis dit, si maintenant, moi, qui suis papa, j'arrive à faire ça pour les enfants d'aujourd'hui et à raconter des histoires en leur donnant des valeurs, moi, j'ai pas de grosses prétentions, mais ça me semblait super intéressant et plus porteur que ce que je faisais. Donc, j'ai opéré une reconversion dans le dessin, mais alors de but en blanc, quoi. En 6 mois, je me suis retrouvé tout seul dans un appart à apprendre un métier que je connaissais absolument pas. Et donc, à faire de la BD. C'était grâce à Alexandre Paringo, qui se fout toujours de moi aujourd'hui. À chaque fois qu'il m'appelle, il me demande si j'ai pas une machine à laver avant. Et puis, j'ai pas ménagé ma peine. J'ai bossé, j'ai appris, j'ai regardé. Je pense une de mes qualités, c'était le sens du cadrage et le sens de l'analyse, qui m'a permis de bosser avec Fred sur le Team Rafale. Et même encore aujourd'hui, régulièrement, je fais quelques petites interventions sur d'autres séries pour pouvoir apporter, j'espère, un plus, on va dire, dans la façon de gérer les cadrages et choses comme ça. Très, très beau parcours. Et du coup, là, si j'ai bon, ce week-end sort un nouvel album, c'est le combientième ? Alors, officiellement, c'est le tome 10. Le nôtre, c'est notre 5e, et le 6e, il en a... il y a la moitié qui est crayonnée à peu près. Il y a un tiers qui est fait à l'ancrage et la moitié qui est faite au crayon, c'est-à-dire qui est préparée, en fait, qui est montée. Et si j'ai bon, du coup, en fait, si on regarde un peu les Tanguy et la Verdure, t'as les classiques, t'as un peu les anciens, t'as les modernes. Et là, vous avez un peu inventé involontairement un nouveau style qui est un peu le Tanguy et la Verdure d'anticipation. Puisque UFO, ça se passe dans quel coin du monde ? Là, sur le coup, je vais laisser la place à mes deux amis scénaristes parce que c'est les idées. Comment est né cet album, du coup ? Qui a fait quoi ? Qui a eu l'idée ? Comment vous répartissez ? Comment on travaille à deux là-dessus ? Surtout quand on a fait du Crusader. Fred, ça va pas être facile de bosser à deux quand on a fait du cruise. Ouais, non, c'est assez simple parce que, comme justement on s'entend bien, on travaille très facilement et on est tout le temps dans l'échange d'informations, de propositions, etc. Du coup, au final, autant sur le découpage des pages, c'est-à-dire vraiment d'écrire case par case, etc., on sait qui a fait quoi, parce que, pour résumer à gros traits, Fred va se charger de ce qui est purement un héros et moi du reste, 50-50, quoi. Mais par contre, pour la construction de l'histoire, au final, c'est tellement imbriqué tout ce qu'on a proposé l'un et l'autre que c'est très difficile de savoir quelle idée vient de qui, en fait. Ce qui est très important pour nous, par contre, c'est d'être toujours
sur la brèche au niveau à la fois technologique et géopolitique. Donc c'est pour ça, par exemple, notre cycle précédent parlait des nanotechnologies qui intervenaient pour travailler sur des pilotes. Et là on est à la fois sur la brèche au niveau technologique avec effectivement un ovni qui apparaît, mais qui est peut-être un avion qui a une technologie un peu supérieure. Oui, voilà le cycle précédent que nous montre Seb. Et puis sur la brèche au niveau géopolitique, parce que on a voulu situer à la frontière russe, dans un pays de l'Est qu'on a renommé la Curanie, parce qu'on voulait pas donner le nom d'un vrai pays, parce qu'évidemment on voulait pas d'implication politique trop précise. Mais bon, voilà, vous pouvez comprendre de quel pays c'est l'anagramme. Et à partir de là, c'est parti. Après, la situation géopolitique aide beaucoup aussi à construire les histoires. Vous inspirez sur les faits. Et là, il y a un point, je rebondis sur un point que tu as dit, Patrice, c'est cette notion de côté sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, Tanguy et la Verdure, une marque un peu de fabrique, à l'époque et maintenant depuis quelques années que vous avez repris l'équipe et tout, c'est aussi de transmettre du savoir. C'est-à-dire que c'est un vecteur pour se détendre, mais également pour en savoir plus sur l'aéronautique. Vous cherchez toujours à injecter, on va dire, du fond réaliste derrière, c'est ça? Ouais. Oui, et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, mais dans tous mes scénarios, Team Rafale, Rafale Leader, enfin, Rafale Leader est arrêté maintenant, mais j'avais fait ça aussi à l'époque, et surtout Bugdani, c'est d'être toujours un petit peu à la pointe de la technologie, voire de la dépasser un petit peu. Tu vois, sur la prochaine histoire de Bugdani, par exemple, je parle des intelligences artificielles de combat, voilà. Et ça, on sait que c'est le futur de l'aviation. Malheureusement, ça va un peu prendre notre place, hein, voilà, mais bon, ça, voilà, donc on en parle. Et là, en fait, oui, on était parti sur cette histoire. Alors, on va pas spoiler ce qui se passe, mais c'est des nouvelles technologies de pointe, voilà, on en parle. Dans les milieux bien informés, on en parle. Voilà, c'est pas encore dans le grand public, mais voilà. Donc, ça sera dans Tanguy et la Verdure. Moi, j'avais entendu j'ai entendu un mythe urbain où dans une BD, alors je sais pas si c'est un Tanguy et la Verdure ou pas, mais il y avait des dessins qui étaient sortis. On voyait une copie d'un avion et ça aurait jamais dû sortir. Et du coup, c'est vrai, ça? Enfin, c'était pas sur, enfin, je sais pas si c'était sur un cockpit ou pas, mais je crois que c'était Uderzo qui avait dessiné effectivement un Tanguy et la Verdure. Et en fait, Jean-Michel Charlier a été demandé par la commission de censure, parce qu'à l'époque il y en avait, et qui lui ont dit mais ça, d'où vous sortez ça, parce que vous n'avez pas le droit de le diffuser. Et puis on dit bah non, on sait rien, on nous a filé la photo, on l'a dessiné, on sait pas ce que c'est. Voilà. Mais après, il y a même une histoire sur le Bugdani d'ailleurs, où ils avaient commencé une histoire, et il y avait des personnages asiatiques, et à la 8e, et ça c'était prépublié dans Spirou. Et la 8e ou 9e planche, c'est pareil, ils ont été contactés par la commission de censure et ils leur ont dit là stop, vous arrêtez, c'est la guerre de Corée, vous parlez pas de ça, les enfants ils n'ont pas le droit d'être au courant. Et donc du coup, quand on lit la BD, effectivement, on s'aperçoit que Bugdani et ses collègues, ils sont appelés et hop, ils repartent ailleurs, et puis on a une autre histoire. Et le début, les 8 premières planches, on sait pas ce qui s'est passé. C'est pas banal. Et du coup, là, alors on va pas spoiler, il se passe des choses du coup plutôt dans les pays de l'Est. Tanguy et la Verdure. Tanguy et la Verdure sont envoyés en mission de police du ciel, en air policing au-dessus de la mer Noire, donc pour la Curanie. Pour pouvoir faire un peu de soutien aérien, parce que les Russes massent leurs troupes aux frontières d'un pays, ils menacent d'annexer une région qui est russophone. Voilà, donc ça c'est le contexte, c'est le pitch, et c'est là-dedans que le prochain album, enfin le nouvel album, puisqu'il vient de sortir, se passe. Et donc c'est vrai que quand on pense que nous on a commencé à travailler là-dessus il y a 2 ans, et que moi j'ai commencé à dessiner là-dessus il y a 1 an et demi, ouais, on est... Mais Frédéric, c'est pas la première fois qu'il est en avance, parce que j'avais déjà fait les boards de Team Rafale et il nous avait déjà parlé la Corée du Nord aussi, hein, avec. Dans Team Rafale, dans North Korea, en fait, on a donc dans l'histoire la Corée du Nord qui veut faire des essais nucléaires, enfin même plus que ça, qui devient assez belliciste. Et donc il y a une task force qui est envoyée, notamment un peu internationale, donc américaine avec le porte-avions français également. Et en fait, je crois que c'est 6 mois plus tard, en fait, je sais plus quel président était en exergue aux États-Unis. C'était pas Obama d'ailleurs, peut-être. Bon, bref, on a une task force, mais effectivement, la Corée du Nord qui s'est un petit peu énervée au niveau nucléaire, et on a les Américains qui ont envoyé une task force là-bas. Donc on plaisantait entre nous en disant le président il a leader Team Rafale, et puis voilà, il envoie sa task force. Enfin, faut même pas trop s'en étonner, puisque
Nous, on base toujours nos histoires sur de la géopolitique. On essaie toujours d'être un petit peu en avance, tu vois, et bien souvent, bah, en fait, ça se passe, quoi. Donc, on n'est pas devin, mais voilà. Et d'un point de vue création, du coup, donc avec Fred, Patrice, quand vous partez, vous discutez, vous dites tiens, par rapport à quel événement géopolitique on va partir, et ensuite derrière, c'est chacun réfléchit un peu de son côté, vous faites des réunions régulièrement, et il vous faut combien de temps pour réussir à sortir un scénario, on va dire, global, une idée globale de scénario, ça prend combien de temps? L'idée peut venir très vite, en fait, puisque justement, à partir du moment où on a décidé, entre guillemets, d'un théâtre d'opération, ce théâtre va lui-même imposer des actions, des déroulements, des rebondissements, etc. Après, le travail complet d'écriture, évidemment, est beaucoup plus long. C'est-à-dire, entre le moment où on a discuté de l'idée et le moment où on livre la dernière page découpée, il a pu se passer 1 an. Mais après, pour ce qui est vraiment de ce qu'on appelle, nous, le traitement, c'est-à-dire la construction de l'histoire, séquence par séquence précise, ça va assez vite. En général, je dirais en 2 mois, avec Fred, on l'a bouclé. Alors, on procède de façon très simple. On se donne des rendez-vous téléphoniques, on s'appelle, et puis on se dit, bon, bah alors voilà, ils en sont là, qu'est-ce qui leur arrive après? Chacun propose, et puis on retient la meilleure solution, quoi. Et Ouais, une en fois fait, si tu veux, c'est un peu comme une partie de tennis. Y en a qui va lancer une idée, l'autre rebondit dessus, boum, boum, on se renvoie un peu la balle, si tu veux. On essaie de construire ça. Et puis, donc pour l'intrigue, c'est pas très compliqué. Mais après, comme on essaie d'être le plus réaliste possible, en fait, on se contrôle tous les deux, tu vois. Souvent, Patrice m'envoie une idée, il dit, ah ouais, bon, là, peut-être au niveau réalisme, il faudrait creuser un peu plus. Et inversement, je balance un truc, et puis lui, il le trouve pas super réaliste, tu vois. Voilà, et on construit l'histoire comme ça, à la fois en parallèle, à la fois au niveau de l'intrigue et au niveau du réalisme. Et en fait, c'est super intéressant de passer comme ça. Et après, moi, je trouve le bazar parce que j'arrive, je dis oui, mais là, il y a un truc, ça va pas. Puis là, on n'a pas fini. Puis là, il y a quelque chose que vous avez ouvert, on n'a pas fermé la porte. Et donc là, ils pourrissent. et les gags un peu de la verdure, alors c'est qui? C'est Patrice, du coup, qui est responsable de... Pas forcément, non. Alors, on est les deux là-dessus. Vous êtes alors, comme tu l'as peut-être noté, on a mis un peu la pédale douce là-dessus. Ouais, ça s'est calmé. Sinon, il aurait été radié il y a longtemps. Il doit être à 60 points négatifs, sinon, le pauvre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je crois que dans l'armée d'aujourd'hui, on peut plus avoir des profils aussi fantaisistes. Ah, tu peux. C'est juste que tu restes pas longtemps. Voilà, c'est ça. Mais je crois aussi que les lecteurs ont changé sur le côté ultra gaffeur des premiers épisodes. Était super agréable. Hein. C'était très agréable à lire. Aujourd'hui, je pense, en particulier dans notre série moderne, ça passerait moins, quoi. Un mec qui fait tout le temps des gaffes, alors qui pilote du 2000 et qui va à la frontière russe, ça fait un peu bizarre. Donc on continue d'en faire quand même le plus rigolo des deux, et il y a encore quelques gags, mais on essaye de faire en sorte que ce soit jamais au détriment de sa stature pilote. Il faut quand même que crédibilité et ouais. Voilà. Exactement. Et moi, un truc sur lequel j'ai vraiment insisté dès le départ, et on était complètement en osmose avec Fred, c'est que il fallait bien qu'on comprenne tout de suite que c'était un grand pilote, la verdure. Comme Michel Tanguy. C'est pas le faire valoir, quoi. D'accord. C'est pas que la taille, c'est aussi les compétences. D'accord. C'est ça. Et du coup, vous travaillez 2 mois dessus. En gros, après, vous envoyez ça à Sébastien. Et là, c'est parti. Après, ça refait encore des allers-retours un petit peu. D'abord, alors oui, on le fait d'abord lire à Sébastien qui nous dit ce qu'il en pense et il a intérêt à trouver ça génial. Et puis, après, non, il nous fait des remarques, c'est super précieux parce que nous, on a la tête dans le guidon, donc on voit pas forcément le paysage. Et lui, il va nous dire, non, là, il y a un petit truc qui coince, là, pourquoi votre personnage fait ça? Donc, on arrondit tous les angles pour que tout soit bien poli, bien joli. Et après, par contre, c'est tous les rangs de validation, à la fois chez nos éditeurs, donc Alexandre Paringo, notre éditeur chez Zephyr, et Nicolas Thibaudin chez Dargaud. Et puis aussi Philippe Charlier, qui est l'ayant droit, donc le fils de Jean-Michel Charlier, qui le lit et le valide. Ah oui, donc d'accord. Et après, derrière, Sébastien, toi, quand tu fais l'écriture, quand tu dessines, moi, j'y connais rien en dessin, je suis une quiche en dessin, mais tu fais sur du papier, tu fais sur informatique, tu fais sur quel support? Alors, en fait, au départ, je parlais tout à l'heure de la mise en place et du cadrage. C'est un peu le travail de monteur et de réalisateur dont je parlais en préambule. On avait déjà travaillé de cette façon-là avec Frédéric quand on faisait les boards de Team Rafale. Moi, quand je lis les textes de Fred et de Pat ou d'autres scénaristes, j'ai les images, elles viennent toutes seules, comme un montage, comme un film en fait. Je sais un peu comment je vais travailler mes cadrages. Donc après, il faut arriver à mettre tout ça en place dans une même page.
Donc en général, ce que je fais, c'est que je m'imprime les scénarios et les dialogues de Fred et Pat sur une feuille normale, et je griffonne vraiment, mais en tout petit, c'est minuscule, hein, dans ma bordure, dans ma marge, les cadrages que moi je veux utiliser. Et à partir de là, j'utilise l'outil numérique pour les mettre en place avec les textes à la bonne taille, pour vérifier si ça fonctionne pas. Quand ça marche vraiment pas parce qu'il y a trop de texte ou qu'on n'arrive pas à faire le cadrage, on fait des échanges avec Fred et Pat et ça se passe souvent très très bien. Des fois, je leur dis même pas quand ça touche vraiment pas grand chose, je fais moi-même la modif, je leur envoie après le crayonné et en général même pas on en parle. Il faut vraiment que j'ai fait une grosse erreur pour qu'on en discute, quoi. Et donc à partir de là, moi les premiers albums ont été faits en numérique, mais là depuis plusieurs mois, je travaille en traditionnel sur papier. Pour répondre à ta question, je fais mon cadrage à l'ordi. Et après, je travaille sur papier. Donc tu travailles alors, en gros, tu travailles au crayon sur papier, c'est pas coloré? Non, la colorisation, en fait, quand les planches sont faites en noir, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, elles sont numérisées, je réinstalle les textes, on fait tout ça. On renvoie toujours pour validation, toujours pareil, comme disait Patrice, on renvoie chez Dargaud, Zéphyr, chez Philippe Charlier. Et quand tout le monde est OK, à ce moment-là, la planche, on sait qu'elle est bonne, et elle sera envoyée à notre ami coloriste, Katie Formaggio, qui nous fait un super boulot et qui nous permet d'avoir les albums qu'on a. Et il te faut combien de temps pour faire une planche? Parce qu'un album, c'est combien de planches à peu près? C'est 46 planches. On reste sur le format franco-belge traditionnel qui est 46. Aujourd'hui, il y a des variations suivant les maisons d'édition, mais nous, on reste sur ce format-là. 46 planches? 46 planches, grosso modo, c'est entre 10 et 12 mois de boulot. Et donc tu fais plus d'une semaine par planche, quoi. Ouais, à la louche, j'essaie de me tenir à une semaine. J'essaie de me tenir à une semaine parce qu'il peut toujours y avoir des retouches à faire. Il peut y avoir Alors, en termes d'heures de travail, c'est quoi? Tu fais 35 heures? Tu fais plutôt 60 heures? Parce que ça veut... Ouais, je suis pas 35 en général. Je commence vers 8 heures et puis je fais du non-stop. Je m'arrête très rarement. Et après, c'est la vie de famille qui décide un petit peu. Mais tant que je peux être dessus, je bosse. Je suis à 18, 19. Des fois, ouais, ça fait un paquet d'heures par planche, quand même. Ouais, donc il y a eu ouais, non, c'est beaucoup de boulot. Alors, il y a beaucoup de travail sur la recherche de documentation. Je disais tout à l'heure, on a été reçu sur les bases à Istres, à Luxeuil. Au début, les premières fois quand on y va, moi je prends un peu des photos au hasard, mais j'ai plutôt une bonne mémoire et je reconnais les endroits et je sais ce qui s'y passe en fait. Et ça me permet de modifier en partie les cadrages décidés par Frédéric et Patrice sur certaines scènes où ils discutent, par exemple, où il se passe rien. Ma façon à moi de rendre hommage aux équipages, aux pilotes et aux gens qui nous reçoivent sur les bases, ma façon à moi de les remercier, c'est d'être le plus juste possible dans la façon dont je vais représenter leur lieu de travail et leur boulot. Donc j'essaie toujours d'intégrer dans la BD une planche où on peut suivre vraiment le cheminement des pilotes, des équipages, etc. La prise en charge de l'avion, où est-ce qu'on va s'équiper, où est-ce qu'on prend le casque, etc. Et voilà, alors le lecteur lambda, il le sait pas, mais les gens qui bossent sur place, quand ils lisent l'album, ils disent ouais, c'est ce que je fais tous les jours. Et ça c'est mon petit plaisir à moi. C'est ma façon de rendre hommage aux gens qui nous accueillent. Il y a un petit côté documentaire quand même. Ouais. Mais c'est super important. Quand j'ai travaillé avec Fred sur Team Rafale, à un moment, on les a passés sur le Charles de Gaulle et j'étais très 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 embêté parce que même si je suis pas loin de Toulon, il n'y a pas eu moyen que j'aille y faire un tour et j'ai besoin d'être immergé dans les lieux que j'ai dessinés parce que c'est à partir de là que je vais décider si je mets mon cadrage avec une caméra en haut, en bas, une contre-plongée, si je les fais déplacer à droite, à gauche. Je veux rester cohérent là-dessus et j'ai vraiment besoin d'être immergé là-dedans. Et donc ça a été vachement compliqué de faire les bords de Team Rafale sur le PA, sur le Charles de Gaulle, parce que j'avais aucune idée de la façon dont ça circulait dessus. Ça circule bien. Faut baisser la tête, je sais, mais... Très clair. Donc du coup, nouvelle équipe, depuis 5 ans, un peu nouveau style pour Tanguy et la Verdure. Beaucoup de passion derrière, cette notion un petit peu de reportage, de quelque chose de très réaliste, d'anticipation géopolitique qui à la vitesse où va le monde nous amène quasiment dans du temps réel, malgré les durées de production. Toujours le veto, j'ai envie de dire historique, que ça on a bien compris. La question que j'ai pour vous, soyons sérieux 2 minutes, vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Tanguy et la Verdure, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour être encore sur Mirage? En plus là, cette semaine, on arrête les Mirage 2000C. Ils sont has-been ou qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais non, ils adorent le Mirage, le Delta, c'est super. Non, en fait, si tu veux, le Mirage est tellement emblématique de Tanguy et la Verdure que on s'est dit tant qu'il y aura des Mirages dans l'armée de l'air, on va les laisser sur Mirage. Voilà. Bon.
tout simplement. Ouais, Ils ont déjà volé sur Rafale dans un épisode précédent fait par l'équipe qui était avant nous. Mais c'est vrai que nous, voilà, on s'est dit, c'est le Mirage, c'est le Delta qui est emblématique de la série. Il faut tant qu'on peut, on les laisse sur Mirage. Ceci dit, ils arriveront forcément sur Rafale. Il y a raison. Donc, Il y a le Météore, il y a tout ça. Mais bon, pour ceux qui nous regardent, oui, j'ai parlé de la fin du 2000C, mais ils sont sur 2000C ou sur Tiret 5? Mais 2000C à Orange, je crois. Ah, mais Tanguy et la Verdure, non, sur Tiret 5. Donc, je veux pas dire, mais ça veut dire qu'ils sont monomission quand même. Ils savent faire que de la DA. Non, ils ont commencé sur, enfin, nous, on les a repris sur 2000N. Ouais. En fait, Oui, c'est vrai, oui. Alors, Un peu monomission aussi, hein, le 2000N. Je veux pas être médisant, je fais mon Rafale Omnirole, là. Alors, voilà. Ouais, d'accord, ok. Là. Bon, c'est des gros modes, en fait. Ok. Là, en fait, alors, pour la petite histoire, c'était une demande de notre directeur de collection, Alexandre Paringo, qui s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe dans l'armée de l'air, parce qu'il fait des bouquins sur les avions. Et donc, c'était la fin du 2000N, donc il nous a demandé, effectivement, de faire une histoire pour notre reprise sur 2000N, ce qui n'était pas du tout évident, parce que 2000N, effectivement, la mission est pas simple, et insérer ça avec une histoire sans aller balancer réellement une bombe nucléaire, bon. Donc, avec Patrice, on a quand même pas mal cogité pour essayer de trouver quelque chose. Ça n'a pas été le plus simple pour la reprise, hein, faut avouer. Non, ça a été une gageure. Et pour le coup, justement, on parlait des validations. Philippe Charlier, l'ayant droit, nous a justement fait des remarques qui étaient tout à fait justifiées sur le fait que certaines actions qu'on avait décrites n'étaient pas logiques par rapport au modus operandi de l'armée actuelle. Et du coup, on a dû revoir notre copie, faire des modifs et arriver à trouver une histoire qui soit, si possible, passionnante et en tout cas crédible avec du 2000N. Ouais. Ok. Et donc du coup, l'album, ça y est, il est dans les bacs, le temps que la vidéo soit montée. Pour vous aider, le mieux, c'est de l'acheter où? C'est quoi le mieux? Dites-nous, où est-ce qu'il faut aller pour l'acheter? Ah bah alors, l'album sur le 24. Le 25 et 26, je suis en dédicace à Berle-Châtel, à côté de Dijon. Berle-Châtel. Je vais demander à Hugo qui monte la vidéo, mets-nous une carte parce que personne ne sait, à part Sébastien et peut-être trop. Dijon, c'est à côté de Dijon. C'est à côté de Dijon. La moutarde, mais j'ai appris qu'il n'y avait plus de moutarde en France, ça c'est un autre problème. Ouais, ça sert à rien d'aller à Dijon. Donc. Ça sert à rien d'aller à Dijon, il n'y en a pas plus. Mais il y a des BD, il y a du Tanguy et la Verdure. Et du coup, Sébastien, tu fais beaucoup de dédicaces. Ouais, là, je vais pas mal enchaîner. Là, effectivement, donc je vais aller à côté de Dijon où ils sont très contents parce que Tanguy et la Verdure ont volé à Dijon il y a 50 ans. Donc, du coup, ils sont contents que Tanguy et la Verdure reviennent. Le week-end d'après, je suis à Chabreuil sur la base Alat pour pouvoir dédicacer aussi les albums pendant le meeting. Donc, la base Alat de Chabreuil, c'est Valence. Et puis après, je vais enchaîner aussi juillet, août, mais je mets les dates en fait sur mon site Instagram, enfin pas Instagram et Facebook. Eh ben, on met les liens en dessous, on va vous mettre les liens en dessous, comme ça vous pouvez suivre un petit peu où se trouve Sébastien. Fred, on a bien compris que tu partais à 12 nautiques des côtes pour travailler sur la prochaine technologie et pas te faire arrêter. Tous les étés, moi je pars 2 mois. Juillet, août, je suis pas là. Comptez pas sur moi, les gars. Excuse-moi, juste pour répondre à ta question sur où acheter les bouquins. Bien sûr qu'il y a tous les magasins en ligne, mais si vous avez un libraire... Attends, je t'ai perdu au moment du message. Attends, on a été... Alors c'est marrant parce que voilà. je sais pas ce que tu as dit, j'ai une petite idée, mais l'image s'est arrêtée et je pense qu'il y a genre Amazon ou autre, ou les GAFA qui ont détecté que tu allais inciter les gens à aller dans le commerce de proximité. Donc je te laisse refaire, on va voir si ça rebrouille. On va voir. On va le refaire. Non, pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y a tous les magasins en ligne qui sont très pratiques et pour ceux qui n'ont pas de libraire près de chez eux, qu'ils n'hésitent pas. Mais pour ceux qui ont des libraires à proximité, c'est toujours mieux d'aller l'acheter à un vrai libraire qui va vous parler, vous faire des recommandations, etc. Il y en a plein de super sympas, de super compétents. Donc en France, on a vraiment un beau réseau de libraires et en particulier de libraires spécialisés BD, donc autant en profiter. C'est des passionnés, ils connaissent bien et c'est vrai que ils font un super boulot pour mettre en avant nos bouquins. Donc c'est vrai que si vous avez des libraires, des BD spécialisés, ouais, il faut les faire bosser, ouais. C'est bien. Et du coup, dernière question avant qu'on se laisse. Comment est-ce que vous expliquez on va dire que le monde de la BD aéronautique française soit aussi prolifique? Alors j'ai bien compris que vous êtes sur plusieurs trucs en même temps, mais si je compare en Amérique du Nord, si je regarde dans d'autres pays, on ne retrouve pas du tout cette densité, cette richesse de BD aéronautique. À votre avis, c'est dû à quoi? Spontanément, moi je dirais Jean-Michel Charlier. Ouais, j'allais dire la même chose, ouais. Je pense qu'on a eu la chance, fin des années 40, milieu des années 50,
d'avoir comme ça en BD franco-belge deux grands scénaristes qui se détachent. Pour l'humour, ça a été Goscinny qui a codifié presque toute la BD humoristique avec Astérix et puis ce qu'il avait fait avant. Et puis dans le réaliste, Jean-Michel Charlier qui a créé tout un tas de séries qui ont vraiment codifié aussi toute la BD réaliste franco-belge. Et il se trouve que dans ces créations, bah t'avais Buck Danny et Tanguy à la Verdure, quoi, qui ont été d'énormes succès. Aujourd'hui, ce sont encore de belles ventes, mais à l'époque, c'était des triomphes. Tanguy à la Verdure, les ventes de BD à l'époque de la série télé Les Chevaliers du Ciel, c'était des centaines de mille. C'était vraiment monstrueux. Ouais. Donc ça a vraiment eu un fort impact. Et aujourd'hui, même si évidemment elles n'ont plus le même éclat commercial, pour ce qui est de la qualité, j'espère qu'elle est là, mais même si elles n'ont plus le même éclat commercial, elles restent quand même vivaces du fait qu'il y a eu ces très grandes séries qui ont marqué la BD franco-belge. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la série télé qui a beaucoup appuyé aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la bande dessinée est née après la série télé, grâce au succès de la série télé, alors que sinon c'est totalement l'inverse. Et c'est vrai que Christian Marin est quelqu'un dont on parle régulièrement. Alors Christian Marin, c'est l'acteur qui jouait la Verdure dans la série télé. Les gens continuent à m'en parler aujourd'hui en dédicace parce qu'ils l'ont rencontré et que c'était quelqu'un de très gentil. Il y a plein d'anecdotes croustillantes. Une fois, il y avait un avion qui décollait pas parce qu'il était dans l'avion et puis il y avait un problème. Et le mec d'à côté, il dit: mais vous, sur la Verdure, vous pouvez pas faire quelque chose? Vous voyez bien que le pilote, il arrive pas. Alors qu'il était acteur, il comprenait rien. Les mecs rattrapés par leur rôle. Ouais, c'est arrivé à des gars qui font les terroristes dans le cinéma américain, ça aussi. Donc c'est moins drôle pour le coup. Mais... Il y a une autre raison aussi à l'importance de cette entre guillemets niche de BD aéro en France et en Belgique. C'est aussi qu'on a une grosse industrie aéronautique, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plein de pays qui n'ont pas comme ça des constructeurs aussi efficaces. On sait faire des avions. Et on fait des beaux avions. Ouais. Et du coup, Sébastien, c'est agréable de dessiner le Mirage 2000? Moi, je m'éclate. Franchement, je me suis pas lancé dans la BD pour faire des avions, mais j'aurais pas pu mieux tomber. Minot, je faisais beaucoup de simulateurs de vol. J'ai acheté les boîtes au poids. Bah oui, les jeunes à l'époque, on téléchargeait pas. On achetait une boîte avec des CD dedans. Voilà. Et en fait, je les achetais au poids parce que ça voulait dire que le manuel à l'intérieur était conséquent. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des gros manuels F22, tous ces. Ouais. Et j'ai acheté les boîtes au poids. Je me suis dit, ok, là il y a un manuel de vol, je vais apprendre des choses. Et donc F22 Raptor, F18, je les achetais au poids et je faisais beaucoup de simulateurs de vol, quoi. Donc j'ai pas fait de la BD pour faire de l'aviation, mais je me régale. Je suis très content. Et bah super, j'espère que c'est une belle découverte pour les followers là, qui peut-être vous ont connu à une autre époque de leur vie et là qui peuvent mettre enfin des visages derrière ces planches, avoir une idée du travail derrière ces planches. Et puis du coup, je pense qu'on a donné envie d'aller voir ce qui se passe du côté des frontières est de l'Europe, surtout qu'il y a des UFO apparemment. C'est à la mode en plus en ce moment avec les Américains. Même si, je sais pas si vous avez vu les rapports, ça serait des drones. Enfin bref, on va creuser tout ça, mais pas aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre temps. Bonne mère Fred, parce que voilà, sur le bateau. Patrice, all the best pour les prochains scénarios. Merci. Et puis Sébastien, bon courage pour les dédicaces, surtout du côté dans le sud-est, il va pas faire froid, je pense. Ouais. Merci beaucoup, merci pour tout ce temps de présentation. Merci à vous.